Je m'appelle Émile Armand et je suis scientifique spéléologue. Ceci est mon journal de bord. Je fais partie d'une équipe composée de 5 autres scientifiques et aventuriers. Monsieur Turner, mécène de notre expédition, Lucy Turner, fille de Monsieur Turner, Henri Lefebvre, géologue français, Edward Collins, spéléologue britannique, et James Harwood, chasseur et aventurier, britannique également. Nous représentons les intérêts de Monsieur Turner, lui-même présent, dans l'exploration du creuset de l'Humeria, une cheminée récemment découverte et encore insondée sur le volcan Reyjafjallajökull, dans la région sud-est islandaise. Le nom de cette entrée fut arbitrairement attribué par Monsieur Turner lui-même et n'apparaît à juste titre sur aucune cartographie existante. Les coordonnées précises ne seront pas révélées ici, afin de respecter le cadre de notre accord de confidentialité avec Monsieur Turner. Note. Les faits relatés dans ces pages ont réellement eu lieu, bien que vous pourriez parfois à juste titre douter de leur véracité. J'ai moi-même du mal à concevoir que tout cela ait pu se produire. Et pourtant, je vous prie de me croire sur parole. Les dates sont quant à elles ici données à titre arbitraire. Elles ne reflètent pas l'exactitude de la vérité, mais plutôt mes intervalles de sommeil. Les repères sont différents ici-bas, et le temps semble s'étirer à mesure que nous descendons. Nos instruments de mesure nous ayant à plusieurs reprises joué des tours, il m'est difficile, en qualité de scientifique, d'appuyer quelques thèses fondées pour expliquer ce que je vécus. « 6 mars 1867. J'ai été brusquement séparé du reste de l'expédition. Ce qui pourrait m'arriver de pire s'est produit. Dans l'obscurité la plus complète et pendant ce qui m'a semblé durer des heures, je n'ai cessé de sonder la cavité qui me retient désormais prisonnier des entrailles de la Terre. Je dois me rendre à l'évidence. Le boyau par lequel je me suis glissé s'est écrasé sous le poids de la montagne. Scellant peut-être l'unique retour, et très probablement mon sort. Je me suis également lassé d'hurler, n'obtenant pour réponse que ce long silence épais, presque palpable. Lefebvre se tenait juste derrière moi, lorsque la montagne s'est mise à gronder. Nous avons été séparés, voilà tout ce que je sais. Le reste ne serait que spéculation inutile et contre-productive. Ou plutôt si. Je me raccroche à l'idée que le reste de l'expédition est sain et sauf. Certainement sont-ils déjà en train d'explorer le reste du réseau de galeries, avec l'espoir que nous puissions nous rejoindre plus loin, plus bas. La soif commence déjà à me tirailler. Il faut à présent que j'économise mes forces. Sans ressources, mes heures sont comptées. Aussi, pour couronner le tout, ma cheville droite me lance atrocement. 7 mars. Ce matin, je me suis réveillé en sursaut, rappelé sans ménagement à cette terrible réalité. Comme si j'avais pu ne serait-ce qu'un instant espérer m'en évader. Et pourtant, quelques secondes plus tôt, je me trouvais à quelques milliers de kilomètres de là, dans un endroit que je connais bien, au cœur des champs de lavande de Valençol. Je pouvais en sentir le parfum, même après mon réveil. C'était qu'un songe, oui, mais l'illusion était parfaite. Certainement tirée de ces souvenirs ensevelis qui font surface pour des raisons que la raison ignore. C'était par un bel après-midi de juillet. J'étais chez mon grand-père. Je n'étais alors qu'un jeune garçon. S'adressant à moi, voilà ce qu'il me dit. « Le prix de la liberté, mon enfant, c'est la solitude. » Voilà bien ma peine. Faut dire que j'ai gagné ma liberté. La Providence a un humour que j'ai toujours eu du mal à percer. La faim se joint maintenant à cette soif inassouvissable. Et cette cheville est toujours aussi douloureuse. 8 mars. Ma chère Émilie, ces quelques lignes sont pour toi. Il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à toi. Je rêve de nos retrouvailles. Je vais rentrer et t'épouser. Il m'arrive parfois de regretter cette expédition, encore plus aujourd'hui. Mais je vais la soulever, cette montagne. Je vais trouver mon chemin, jusqu'à mes compagnons, ou jusqu'à la surface. Puis je prendrai le premier bateau. J'ai soif, j'ai faim, j'ai froid. Mais une chose me fera tenir, quoi qu'il arrive. C'est mon amour pour toi. La Providence n'emportera pas cette partie.
Je t'en fais la promesse, en ce jour et à quelques 1700 mètres sous la surface de ce damné volcan. 8 mars. À supposer que nous soyons toujours le 8 mars. Le temps se comporte de manière incohérente ici-bas. Il s'étire, puis se contracte. C'est étrange, mais comme s'il respirait. Je ne l'explique pas, mais je le vois bien. J'ai cette désagréable impression d'osciller sur la corde du temps. Si cette anomalie se prolonge, il me sera de plus en plus difficile de me situer chronologiquement. Aussi, j'ai commencé à graver les lettres E-A, tous les 50 pas. Je ne sais pas si de l'histoire de l'humanité, un autre que moi empruntera un jour ces tunnels, ou si je suis devenu cet explorateur solitaire dont les jours sont à présent comptés. J'essaie de ne pas y penser au risque de sombrer dans une folie qui précipiterait ma fin. Mais cela m'a permis de corriger ma progression à plusieurs reprises ces dernières 48 heures. Aussi, l'eau n'est plus un problème. J'ai trouvé de nombreux gourds. Elle y est d'une pureté surprenante. On dirait qu'elle calme ma faim. Ma cheville me lance toujours, et cette étrange odeur de lavande qui m'accompagne. 9 mars. Ma chère Émilie, c'est peut-être idiot, mais je repense souvent à nos petites disputes, et elles me manquent. Ce petit pli qui se révèle alors entre tes sourcils. Aussi, nos discussions sans fin d'après-dîner me manquent terriblement. C'est une habitude que nous avons prise dès notre rencontre et qui nous a accompagnés sans faillir au fil de ces 3 dernières années. J'aimerais être là, à tes côtés ce soir. J'ai tellement de choses à partager. 10 mars. Cette journée fut des plus épuisantes. Et même si la faim s'est calmée, je dois encore rationner l'énergie dont je dispose. J'étais sur le point de monter mon campement, très sommaire ces derniers jours, quand mon regard fut accroché par cette chose sur l'une des parois. Il est facile de se laisser surprendre par les multiples pareidolies rencontrées en spéléologie, et c'est d'ailleurs ainsi que nous baptisons certains repères lors de nos explorations. Il ne s'agit alors que du fruit de notre imagination. Mais lorsque vous l'avez sous les yeux, à quelques centimètres, que vos doigts en effleurent les arêtes fraîchement effritées, elle prend une toute autre signification. Cette forme géométrique, creusée délibérément par la main de l'homme, car qui d'autre? Mes compagnons sont en vie et m'ont précédé, Dieu soit loué. Voici la seule explication. Ces interminables tunnels ont donc fini par se rejoindre, comme je l'avais espéré. 11 mars. C'est incroyable. Je n'explique pas ce qui vient de se produire. C'est pourquoi je vais tâcher d'être le plus factuel dans le compte-rendu de mes observations. Le contact de ma main contre la paroi déclenche un phénomène lumineux. Une sorte d'onde bioluminescente se déploie tel un écho à la surface de la roche. J'ai pu reproduire l'expérience. Cette onde semble se propager sans limite, éclairant brièvement le réseau de galeries avant de s'évanouir au détour d'une bifurcation. J'ai prélevé quelques échantillons de cette paroi afin de procéder à des analyses dès notre retour. Si ce phénomène est dû à une qualité particulière des minéraux présents à notre profondeur, et si mes compagnons sont comme je l'imagine déjà passés par là, il est probable que je vienne de leur signaler ma présence. Aussi, tant que ce phénomène persiste, je vais me passer de l'utilisation de ma lampe, dont le niveau d'huile commençait à atteindre un seuil critique. Voilà un autre problème qui se résout de lui-même. Je vais à présent tenter de réduire l'écart qui nous sépare. 11 mars. Quelle perte de temps! Mais qu'ai-je fait pour mériter une telle torture? Cela risque de me coûter bien plus. Je suis de retour au campement que j'ai laissé plus tôt ce matin. La galerie empruntée aujourd'hui ouvre sur un abîme. Une immense cavité insondable. Je n'ai jamais vu chose pareille. Il semble n'y avoir ni fond, ni paroi. Bien qu'il m'ait été impossible de percer l'obscurité sur laquelle je débouchais, ma voix résonna dans le lointain, et n'eut pour réponse que l'écho du nom de mes compagnons. Cela explique pourquoi aucune onde bioluminescente ne m'était parvenue jusqu'alors. Mes camarades ne sont pas dans cette partie du réseau. Je dois revenir sur mes pas
jusqu'à cette marque aperçue hier. En dehors de mes propres initiales gravées au canif, il s'agit du seul signe de mon expédition croisée jusqu'à présent. Je rage intérieurement. Cela aurait dû éveiller ma méfiance quant à la direction que je prenais. Dans ce malheur, il semble toutefois que j'ai récupéré l'entière faculté de ma cheville droite. 12 mars. Je suis bien seul et voilà que je délire. Mon esprit a finalement pris parti contre moi et cherche à me jouer des tours. Ces petits êtres singuliers d'à peine 1 mètre de haut ne sont qu'une légende issue du folklore local. Ce ne sont que des récits de seconde main destinés à divertir les étrangers de passage que nous étions, rien de plus. Pourtant, à mon réveil, j'eus cette étrange et désagréable impression que l'on m'observait. Je ne saurais l'expliquer. Toutefois, j'aurais juré que quelqu'un ou quelque chose se tenait à mes pieds, là, immobile, dans les ténèbres. Quelque chose de bien trop petit. Il m'a fallu quelques secondes pour tâtonner, saisir et allumer ma lampe à huile, qui ne révéla rien d'autre que ce que je savais déjà. J'étais seul. Peut-être ce constat me rassura-t-il pour la première fois depuis ces derniers jours. Aussi, ce matin, un événement de trop se précipite à mon départ. Je rangeais mon paquetage quand, du coin de l'œil, je discernais une lueur à peine perceptible dans le lointain de la galerie explorée la veille. Quelques secondes plus tard, j'observais cette onde, bioluminescente, surgir de la première bifurcation pour venir mourir à l'entrée de la cavité qui me servait actuellement de campement. Mon cœur fit un bond et je sentis mes genoux flancher. Quoi que fût la chose qui déclencha ce signal, ce n'était pas là hier. Ça provenait de ce gouffre, et je ne souhaitais pas en savoir davantage. Je me mis alors à quitter rapidement et définitivement cette partie du réseau. 12 mars. Alors que je revenais sur mes pas, toujours en direction de cette marque laissée par mes compagnons, je fis cette improbable découverte. Je n'y avais pas prêté attention lors de mon premier passage, certainement aveuglé par l'enthousiasme de retrouver mon expédition. L'odeur de lavande, elle était de retour et j'en connaissais à présent la source. Elle ne provenait pas de mon imagination, mais bien de ces fongis, tapissant la voûte tout entière. Ils sont en tout point semblables à ces champignons comestibles que nous trouvons en surface. Mais à une telle profondeur, cela implique la présence de formes de vie microbiennes pourtant impossibles. La voûte se situant malheureusement à près de 3 mètres de hauteur, il m'a été pour le moment impossible d'en prélever quelques échantillons. 12 mars. Je n'aurais pas dû céder à mon appétit scientifique. Voilà qu'essayant à tout prix d'atteindre ces champignons, je finis par me blesser de nouveau la cheville droite, pourtant déjà affaiblie par ma récente entorse. Cette fois, il m'est impossible de poser le pied à terre. Je suis contraint d'arrêter là ma progression pour aujourd'hui. Je m'en veux. Le reste de l'expédition est certainement toujours à ma recherche, et l'écart nous séparant continue de se creuser jour après jour. Ce soir, je désespère de les retrouver. Je viens probablement de sceller mon sort, par le seul fait de cette curiosité inappropriée à ma condition de survivant. 12 mars. En relisant les précédentes entrées de mon journal, je me suis aperçu avoir oublié de mentionner cette observation faite le matin de l'accident qui me sépara du reste de l'expédition. La partie supérieure du réseau dans lequel je me trouve à présent isolé présentait une particularité géologique notable. Si je suis voué à périr ici-bas, je souhaite que cela ne soit pas en vain. Ainsi, dans l'espoir que ce carnet soit retrouvé un jour, je tiens à partager ceci avec vous, chers confrères scientifiques qui me liraient. La profondeur que nous venions d'atteindre était, d'après mes calculs, de 1650 mètres. Nous aurions dû, depuis un certain temps déjà, ressentir et observer les effets d'une augmentation de la pression atmosphérique, mais aussi de la température. Or, mon baromètre s'était mis à diminuer, pour n'afficher qu'une pression de 1000 hectopascales. Aussi m'avait-il semblé à plusieurs reprises deviner un courant d'air ascendant. Ne l'ayant plus ressenti ces derniers jours, j'en déduis qu'il prend sa source depuis une autre partie du réseau que celle dans laquelle je me trouve actuellement. 13 mars. Cette eau est mon salut, une véritable bénédiction. Les gourds sont nombreux ici,
Cela fait maintenant près d'une semaine que je n'ai rien avalé de solide. Je me contente de rester hydraté. J'aurais dû ressentir les symptômes de l'inanition depuis quelque temps déjà. Or, à ma grande surprise, et outre ma cheville droite maintenant hors d'usage, je me sens revitalisé. Je crois que cette eau agit également sur mon mental. 13 mars. Je suis enfin parvenu à la marque géométrique gravée dans la paroi et observée 3 jours plus tôt. Ma progression est lente à présent, mais le regain d'énergie ressenti depuis ce matin, aussi bien physique que moral, joue à tant ma faveur. Alors que je marquais une pause à l'emplacement de mon précédent campement, je remarquais un détail qui m'avait échappé quelques jours auparavant. Les ombres projetées par les découpes rocheuses avaient eu raison de ma faculté d'observation. Une fissure masquée par un angle absurde propose une piste alternative. Elle semble ouvrir sur une galerie adjacente. Un courant d'air semblable à celui relaté précédemment est à peine discernable, mais bien présent. Je vais tenter de m'y faufiler. 13 mars. J'arrête ici ma progression pour aujourd'hui. J'ai réussi à me hisser dans une niche surplombant la salle que j'occupe ce soir. Je ne suis plus seul. Alors que j'entamais l'exploration de cette nouvelle galerie, quelque chose s'est glissé par la fissure derrière moi. Trop loin pour voir, mais pas assez pour ne pas l'entendre. Des frottements. Comme si quelque chose de maladroit était en train de s'y frayer un chemin. Je sens encore cette présence, bien qu'elle semble garder ses distances. Pour le moment. Il m'est impossible de ne pas penser à cette sensation que j'eus à mon réveil hier matin, ou avant-hier. Le temps est entré dans sa phase de contraction. J'ai brisé l'une des concrétions les plus saillantes que je pus trouver en guise d'âme de fortune. Je vais attendre là. Je ne me sens pas en sécurité. 13 mars. Un détail me revient en mémoire. Lorsque le boyau se comprima sous le poids de la roche, nous séparant alors moi et mes compagnons, j'eus, l'instant d'une fraction de seconde, cette impression très nette de voir quelque chose de plus que la simple surprise dans le regard de Lefebvre. De la frayeur. J'en suis presque convaincu maintenant. Comme s'il avait vu quelque chose. Oui, il avait vu quelque chose par-dessus mon épaule. Quelque chose qui l'avait terrifié. Serait-ce cette même chose qui me traque aujourd'hui ? Cela fait bientôt 3 heures que je suis dans cette niche, et ce silence m'inquiète. Cette chose est tapie quelque part dans l'obscurité de cette galerie, dans l'attente de ma prochaine initiative. 14 mars. Je me réveillais en sursaut, scrutant chaque recoin de la cavité, à la recherche de ce nouvel intrus. Rien. La fatigue eut raison de moi. Je ne sais pas combien de temps exactement s'écoula durant mon absence. Ne me fiant qu'aux intervalles de sommeil et non ma montre pour me situer dans le temps, je suppose que nous sommes aujourd'hui le 14 mars. Cela fait maintenant 8 jours que je suis seul, perdu dans les profondeurs du volcan Orefayokul. Un sifflement persistant brisait le silence. Le son distinct d'un courant d'air partant de tempête. L'air s'était rafraîchi et je pouvais observer d'improbables volutes de condensation à chacune de mes expirations. C'est au-delà de toute cohérence. La température à notre profondeur aurait dû avoisiner les 60 degrés Celsius. Or, nous n'avons, depuis le début de notre exploration, jamais été incommodés par de tels changements. Bien au contraire, je n'explique pas ce phénomène et ne cache pas non plus mon inquiétude. Il se passe quelque chose d'inhabituel ici. Et cet intrus, toujours tapi dans le noir, attendant le moment opportun pour se révéler. Je ne peux rester ici indéfiniment, et je dois rassembler mon courage. J'ai peur. 14 mars. Le courant d'air gagnait en intensité alors que j'avançais. La chose tapie dans l'ombre pouvait désormais sentir la peur que je transpirais. Je fis une courte pause pour m'hydrater et constatai que l'eau était également plus fraîche dans cette partie du réseau. Je continuais pourtant à descendre, toujours plus. À mon retour, je me fais la promesse de concentrer mon travail de recherche à l'université
et mon temps libre à Emily. J'en ai assez vu. Je mets un terme à ces explorations insensées à l'autre bout du monde, quel qu'en soit le prix. 16 mars. C'est au-delà de tout entendement. Mais tout d'abord, je vais bien à présent. Alors que je relis mes précédentes notes, je me rends compte à quel point j'ai laissé la peur dicter mes émotions. Cette chose qui me suivait a fini par se montrer. Pas un instant, je ne me suis imaginé qu'elle puisse s'être inquiétée par ma présence. J'aurais dû faire preuve d'un peu plus de discernement. Je suis un scientifique. Elle se tenait là, à mon réveil. Cette créature humanoïde au visage pointu. Elle ne mesurait pas plus d'1 mètre, vêtue d'une tunique étrangement ajustée aux couleurs que je ne saurais décrire. Elle n'émit pas de son, et cette mince fente qui lui tenait lieu de bouche ne se desserra pas plus. Pour autant, je compris son intention pacifique. Je ne peux l'expliquer autrement que par une probable faculté télépathique. C'est alors moi qui acceptais son invitation à la suivre hier, jusqu'à cette salle aux proportions vertigineuses. Ce que j'y vis défiait toute loi de la physique. De vastes nuages électromagnétiques, sillonnés d'éclairs, masquaient la voûte culminant à près de 300 mètres au-dessus de nos têtes, sans aucun tonnerre. Une gigantesque tempête souterraine. L'autre extrémité était à peine discernable dans le lointain, et le vent soufflait en rafales. Une forêt de concrétion aux formes incroyablement variées et de toute taille couvrait le sol. La scène était surréaliste et majestueuse à la fois. J'aurais tant aimé partager cette vision. Je comprends que nous devons la traverser. J'aimerais en apprendre plus sur ce formidable petit être. 16 mars. Alors que nous nous engagions dans cette forêt de stalagmites cyclopéens, j'eus un mauvais pressentiment. Je pouvais sentir la charge électrique dans l'air, et circuler au milieu de ces milliers de paratonnerres n'était certainement pas une chose rassurante. Malgré tout, nous avons progressé jusqu'à cet abri, une concrétion en forme de pagode. Je n'aurais su nous situer dans cette immense cavité, et ne faisais que suivre ce petit être, en qui, étrangement, je plaçais toute ma confiance. J'ai compris que nous devions nous arrêter là. Les nuages électromagnétiques perdaient en altitude alors que le vent s'intensifiait toujours. De puissantes bourrasques. Je vis alors mon nouvel hôte glisser sur le sol comme emporté de son plein gré, pour disparaître inexplicablement de ma vue. C'est à ce moment précis que la foudre claqua pour la première fois, assourdissante et aveuglante. Je crus que l'énorme cavité tout entière s'effondrait. Un arc électrique toucha l'extrémité de la plus grande des concrétions pour entamer un balai chaotique de pointe en pointe qui durerait plusieurs heures. Lorsque tout s'arrêta enfin, je me retrouvais dans le noir, seul et sans repère. Pourtant, je sentais cette présence rassurante. 16 mars. La tempête avait cessé depuis quelque temps. Ce silence écrasant qui lui avait succédé avait quelque chose de surnaturel. Plus une brise, plus un courant d'air. J'avais alors allumé ma lampe à huile, comme une provocation à l'obscurité qui m'entourait. Mon hôte était présent, mais ne se montrait pas. Il était tout près. Je le sentais inquiet, sans en saisir les raisons. C'est alors que j'entendis mon nom. Dans le lointain, je reconnus la voix de Collins, puis celle de Monsieur Turner. 16 mars. Malgré la promesse que je me fis quelques jours plus tôt, il y a tant de choses que j'aurais aimé avoir eu le temps d'étudier si les circonstances avaient été différentes. Les propriétés bioluminescentes de cette roche découverte quelques jours plus tôt, l'incroyable spectacle observé aujourd'hui, et l'existence d'une météorologie souterraine. Mais surtout, ce contact rapproché avec cet étrange petit être au visage si particulier. 18 mars. La Providence a eu pitié de moi. Je suis sain et sauf,
l'expédition finit par me retrouver. Nous nous trouvions toujours au centre de cette gigantesque salle. Il nous faudra une journée supplémentaire pour trouver notre chemin au travers de ce labyrinthe de concrétion. Et nous avions tant de choses à échanger. J'appris qu'ils firent également d'étonnantes découvertes. Une chose cependant me tracasse. L'enveloppe, pourtant encore scellée et contenant les fragments de roches bioluminescentes, est à présent vide. Comme si elle n'avait jamais rien contenu. C'est impossible. Aurais-je été assez maladroit pour échanger celle-ci et perdre l'autre ? Quant au petit être, je sens toujours sa présence. Il est avec nous, dans l'obscurité. Bonjour, je m'appelle Chloé Lambert et je suis volcanologue chargé d'une mission de surveillance, recherche et analyse sur le volcan Eyjafjallajökull en Islande. J'ai trouvé ce carnet près de l'une des cheminées dont nous analysons actuellement la composition chimique des gaz. Il était là, à même le sol. C'est tout ce que je peux en dire. J'ai pour l'instant gardé ça pour moi. Ça fait 2 semaines que je fouille internet autour du nom de Turner ou d'une expédition qui aurait eu lieu fin 19e. Mais bien sûr, pas de traces. Ce carnet m'a l'air authentique, mais j'ai bien peur que les interrogations soulevées restent sans réponse. C'est pourquoi je poste ça ici, sur YouTube. Une bouteille lancée à la mer.